Europe. Europe 1. 8h17. Patrick Cohen pour l'interview. Vous recevez ce matin le journaliste et écrivain Pierre-Louis Basse, auteur du livre Le flâneur de l'Élysée. Bonjour Pierre-Louis Basse. Bonjour. Pendant près de 3 ans, vous avez été le conseiller grands événements de François Hollande, Verdun, Auschwitz, le Panthéon, le musée Picasso. Une expérience présidentielle à laquelle vous n'étiez pas du tout préparé, que vous racontez dans ce livre Le flâneur de l'Élysée chez Stock. Le flâneur, c'est vous, hein, c'est pas le président. Oui, c'est moi. Et c'est le récit politique le plus original et le plus littéraire de cette rentrée. D'abord le lieu, l'Élysée, ce palais où les portes ne claquent jamais. D'ailleurs, elles s'ouvrent toutes seules, actionnées par des huissiers invisibles. Un palais où l'on n'élève pas la voix, on chuchote dans les couloirs sans croiser le président. Vous le voyez très peu. C'est une drôle de vie de bureau. Pourquoi dites-vous que ça ressemble à une pension de famille ? Parce qu'une pension de famille, d'abord, c'est un huis clos, et puis qu'il faut s'habituer à ses voisins très vite. Il y a les grincheux, il y a les ambitieux, il y a les gentils, il y a très vite les salauds, les types et les filles bien. Oui, enfin, une belle galerie de avec le portraits temps, il y a dans une votre belle livre. galerie. Donc c'est une pension de famille, c'est un peu ça. On en trouve moins maintenant. On a des hôtels bon marché, ça a disparu. Vous savez, ces pensions de famille, c'était chouette parce qu'on pouvait prendre son petit déjeuner le matin avec des gens pas forcément issus de votre horizon. Donc, et puis c'est une pension de famille, c'est un endroit où il faut un rythme de vie drastique et répondre au moment où on vous demande de répondre, faire ses notes, réfléchir, avoir des idées. Voilà pourquoi j'ai pensé à la pension de famille, naturellement. Alors vous y êtes accueilli drôlement parce que quand vous arrivez, la directrice de cabinet de l'Élysée vous dit « Bon, le président vous veut, mais votre domaine est déjà pris par un autre conseiller, donc vos journées vont être... longue et un peu plus doux, le flâneur de l'Élysée. Et un peu plus tard, elle vous dit, franchement, au début, je me suis demandé ce que tu pourrais faire parmi nous. Oui, mais je me suis très vite pris en main. Vous savez, il faut y aller très vite. Ce qui est sûr, c'est que j'ai très vite ressenti, alors c'est sans doute le fait de ne pas être politique, que je serais entre Mr Bean et Welbeck, c'est-à-dire que n'étant pas issu d'un grand corps d'État, même si j'ai préparé l'ENS, Normal Sup, j'étais quand même face à des cerveaux. Il fallait travailler, bien sûr, dur, inventer, mais surtout ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Alors, il y a un comique de situation, vous savez, quelques jours, il y avait un magnifique documentaire sur Billy Wilder sur Arte, et il donne la réponse la plus exacte sur le comique de situation. Le comique, voire le tragique, sont forcément liés à la réalité. Si c'est que de la fiction, ça peut pas fonctionner. Si c'est dans la réalité, eh bien ça, je peux vous dire que des scènes... forcément, parce que ça tremble, il y a et du là, sacré. le comique, ce sont les discours que vous écrivez, qu'on vous refuse, que le président vous retoque systématiquement. Il n'est jamais satisfait des discours qui lui sont préparés. On a l'impression que François Hollande passe ses journées à réécrire. Ce sont des bêtes non seulement de scène, mais ce sont des bêtes de travail. Quand un garçon, parce que ça reste un garçon quand même s'il est président de la République, vous le savez, je l'aime beaucoup, prend un gros avion et dort dans un sac de couchage, arrive le lendemain matin, doit être cravaté à 6h, et puis enquiller le soir un discours en effet qui va corriger, ça n'est pas rien. Et c'était cela, le président de la République. Alors en effet, les discours sont retoqués. Au début, c'est dur. Vous vous dites, vous avez 25 livres au compteur, et qu'est-ce qu'il me fait ? Il me corrige mes discours en permanence. C'est très dur. Et puis très vite, on peut en rigoler. Et surtout, on progresse. C'est une formidable école de progression sur soi-même. Oui, là, vous positivez, parce que dans le livre, vous expliquez à quel point on vous fait pleurer, on vous dit le président ne peut pas mettre ça dans sa bouche. Ça, c'est votre discours sur lequel vous passez des heures. Oui, j'ai été consolé, je pense à Constance Rivière, notamment à Constance et à Pierre-Yves. Si, il faut relativiser. Même s'il y a 3 phrases de prise, il y a une chose très drôle, il le raconte dans Le Davet et l'homme. Il y a au moins la première phrase du Panthéon, c'est de moi. Bon, ça restera. Jusqu'à ma mort, je sais que la première phrase du discours du Panthéon, c'est moi. Il faut relativiser. Une formule pour le discours de la Galerie de l'Évolution au Jardin des Plantes. Alors, on va revenir, si on a le temps un peu plus tard, sur vos fiertés et vos déconvenues. On voit surtout, Pierre-Louis Basse, que vous gardez tendresse et admiration pour François Hollande. C'est un homme qui aimait les autres beaucoup plus que lui-même. Jamais sa langue n'aura charrié l'insulte ou le mépris, écrivez-vous. Oui, je pense que c'est le dernier grand président de la République de la dignité. Parce que je pense que nous vivons une époque qui n'est pas une époque très digne. Je pense que l'image est en train de nous engloutir. Regardez, ce matin, vous ne pouvez pas vous gratter, vous ne pouvez pas ouvrir votre chemise parce que vous êtes filmé, Patrick Cohen. Ça vous dérange pas le matin ? Non seulement vous n'êtes pas fainéant, parce que vous arrivez ici tout de même à des heures pas possibles avec Julie qui fait ça depuis des années. Et en plus, maintenant, vous ne pouvez pas bouger l'orteil car vous êtes filmé. Ne détournez pas la conversation, Pierre-Louis Basse. Vous en parlez ça aussi devant le clip, la radio filmée, mais c'est pas le
sujet. Nous sommes. Non, c'est un exemple. Il n'est pas gros, Hollande, par exemple. Oui. Il n'est pas gros. Pourquoi on l'a fait passer pour un gros pendant 5 ans? Il n'est pas gros. Quand vous êtes face à lui dans le Salon Doré, vous avez un homme dont les rondeurs sont, je dirais, nerveuses et musclées, et il n'est pas gros. Il n'est pas ce personnage caricaturé que la société du spectacle s'est amusée à caricaturer parce que nous sommes victimes de l'image. Je le raconte aussi par Depardieu dans le livre. Cette vision douce, vous la poussez très loin parce que vous évoquez à la fin la chance qu'ont eu les Français durant ces 5 années, ce privilège d'avoir eu un homme qui n'avait jamais été dans ce spectacle qui nous dévore tous. Écrivez-vous, Pierre Lubas. Comment expliquer le naufrage de cette présidence alors ? Le naufrage, écoutez, attendez que l'histoire juge autre chose que l'écume. Il y a des éléments. On va pas empêcher de se représenter. Écoutez, on va pas. Je suis pas ici pour préparer le congrès du PS. Déjà, je ne suis pas socialiste, donc ça démarrerait mal. Mais vous ne trouvez pas que le discours de Taubira, à la Chambre, a été un grand moment de civilisation? 81, les homosexuels sont plus des criminels. 2014, ils peuvent se marier. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Pas grand-chose, que je sache. Ils peuvent se marier avec un discours extraordinairement émouvant et érudit. Vous pensez qu'on oubliera le fait que des étrangers en fin de situation régulière pouvaient enfin se mettre à étudier, pouvaient rester en France? Parce que nous oublierons le compte de pénibilité? Je ne vais pas vous faire l'exhaustivité de ce qui a été fait, mais il y a eu des choses de faites. Mais j'en reviens au spectacle. Oui, et d'ailleurs on le voit bien avec ce pauvre Emmanuel Macron, le spectacle... Ce pauvre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ou la victoire du spectacle. Mais non, parce que écrivez-vous aussi dans ce livre. Mangeur d'hommes. Monsieur Glucksmann avait fait un très beau livre sur les ravages du communisme dans les années 70. Ah oui, qui n'avait rien à voir avec Emmanuel Macron. Non, mais l'image nous dévore. Et elle le dévore lui-même. 3 mois plus tôt, il est déjà à la rue, avec 2 ou 3 phrases déjà dans les sondages. Piégé par son propre spectacle, c'est ça? Je pense que la communication, en effet, qui a été effarante durant la campagne électorale, la campagne des présidentielles, qui a été un déni de démocratie. Ça, oui, je le pense. Je pense que ce spectacle est en train de le dévorer lui-même. Il est évident que prétendre que les Français sont fainéants ou dire que nous croisons dans les gares des gens qui sont rien et des gens qui sont tout, c'est pas forcément la plus meilleure manière de s'imposer dans les cœurs des Français. Mais tout de même, vous voyez bien que ce spectacle dévore. Vous avez sûrement raison, Pierre Lubas, et pourtant, vous avez été, vous, comme conseiller grands événements de François Hollande, un organisateur de spectacles. Vous avez mis en scène certains moments du quinquennat, et notamment ce qui est sans doute votre plus grande fierté, Verdun, mai 2016. C'est vous qui avez suggéré au président le nom du cinéaste allemand Volker Schlöndorff pour la mise en scène de la cérémonie. C'est un spectacle au service de la mémoire, d'un événement historique, mais c'est un spectacle aussi. Non, c'est très différent et c'est vrai que je suis fier et que je pense à l'ensemble du cabinet, parce que moi j'ai donné un nom, derrière il y a une machine tellement extraordinaire de travail. Mais je vais vous dire, Patrick Cohen, je vais vous dire quelque chose. Oui, je suis fier parce que sur Verdun, et sur la honte qu'on nous a, les critiques mais totalement injustes, Black M, soi-disant programmée, une honte, dira Marine Le Pen, une honte de voir ces jeunes faire du jogging autour des tombes. Elle n'avait pas autre chose à sortir, Marine Le Pen. Le résultat, c'est que Volker Schlöndorff a offert, par ce déferlement de ces milliers de jeunes allemands et français, à 2 pas des 16 000 croix de Douaumont, il n'a pas offert un spectacle, il a offert le rencontre d'une mémoire vive. Lorsque Peggy meurt au combat en août, c'est un homme qui aussi aimait danser, aimait Peggy. Eh bien, ces jeunes ont montré que l'avenir de l'Europe pouvait être autre chose. C'était ça le projet mémoriel de Volker Schlöndorff, en accord avec le président de la République et le cabinet. Et alors prétendre qu'il y avait un jogging au milieu des tombes, mais quel comportement inique. D'ailleurs, on a bien vu, les affidés de Marine Le Pen, les Philippot et compagnie, l'ont pas ramené parce qu'ils ont bien réalisé que la mémoire et la rencontre à travers la paix de cette jeunesse étaient présentes. Vos colères sont intactes, Pierre-Louis Basse. Il y a cette fierté, il y a aussi des déconvenus, des couleuvres, des agacements, des humiliations, des souffrances, vous les racontez dans ce livre. Et puis des portraits, Jean-Pierre Jouyet, homme de miel aux chaussettes rouges ou brunes, Audrey Azoulay, la dame de la culture, comme vous l'appelez, avec qui vous n'accrocherez jamais. Elle oublie d'inviter Pierre Daix pour la réouverture du musée Picasso. Elle pense que Pierre Daix est mort. Bon, l'un de ses
prédécesseur aussi que vous voyez tout le temps, Jack Lang, et que le président oublie dans l'un de ses discours. Ça donne lieu à un chapitre absolument délicieux dans ce livre. Qui ressemble avec Monique, c'est vrai, je le dis, à Ginger et Fred. Enfin, c'est à ce film de Fellini fabuleux parce que, mais c'est à la fois un ancien temps et une dialectique toujours aussi performante parce qu'il est extraordinaire, Jack Lang, et y compris quand les caméras ne sont pas là, il y a vraiment une pensée très forte et en même temps, on sent bien qu'une époque, une gauche flamboyante est peut-être derrière nous. Et en même temps, dites-vous, Pierre-Louis Basse, le flâneur de l'Élysée. Vous avez vu, j'ai bossé quand même. Chez Stock. Oui. C'est déjà fini. Et je vous ai dit, 10 minutes, c'est bien. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci. Repasser par les studios d'Europe 1. Europe 1.